Bonjour à tous. Merci de vous avoir honoré de votre présence dans ce Café Santé 41 sous le thème Accélérer la digitalisation de la santé communautaire, innovation, défis et perspectives. Et pour développer aujourd'hui ce thème, nous avons des invités de qualité en la personne de M. Amadou Fall, Dr Seri Mamadou Loum et Abdou Aziz. Nous allons prochainement, en tout cas, dans le développement de ce sujet, laisser notre modérateur, M. Mamadou Thibault, ici, qui va pouvoir vous développer un peu plus le sujet et vous présenter les panélistes. Pour introduire, moi, c'est Dieudonné Fortune Nagénon et je m'occupe de la coordination des webinaires Café Santé pour la communauté. Alors, si vous venez de nous rejoindre pour la première fois, c'est quoi la communauté santé? Eh bien, c'est tout simplement un réseau lancé en 2018 avec plus de 60 acteurs de la santé numérique, que ce soit des entreprises, des agents gouvernementaux, que ce soit des ONG. Et aujourd'hui, nous avons même dépassé le cap des 37. Nous sommes à 41 événements autour de la santé numérique en Afrique. Plus de 65 membres sur notre WhatsApp qui continue aussi de grandir et plus de 160 membres sur notre mailing list que vous pouvez aussi rejoindre. Alors, notre but, c'est de partager les expériences, le savoir et agir collectivement pour une utilisation efficace et responsable du numérique dans la santé au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Cette communauté a démarré au Sénégal, mais très vite s'est étendue à toute l'Afrique de l'Ouest francophone, tant le besoin d'avoir une communauté où discuter de santé et de numérique était présent. Donc aujourd'hui, nous agrandissons la communauté. Nous prévoyons prochainement d'inscrire les statuts de la communauté et nous cherchons des personnes dynamiques et motivées à donner de leur temps bénévolement pour participer à l'agrandissement de cette communauté-là aujourd'hui. Donc, si vous êtes passionné de santé numérique et vous avez du temps à investir dans la promotion de la santé numérique, une expertise à apporter dans le développement de thématiques, que ce soit au niveau du renforcement des capacités, de l'innovation, de la communication, du renforcement de partenariat, ou tout simplement de la gouvernance et de l'organisation. Vous êtes le bienvenu pour vous inscrire en tant que membre de la communauté et pourquoi pas rejoindre une de ces commissions-là présentes et contribuer de manière plus active à la communauté. À la fin, je vais vous partager mon mail. Vous pouvez m'envoyer un mail avec vos coordonnées et je pourrai vous ajouter aux différents réseaux de la communauté. Ainsi, vous serez au courant des prochains mouvements de la communauté, notamment au niveau des commissions. Donc, sans aller trop vers les détails, on va aborder notre Café e-santé 41. Donc, je laisse Mamadou Thibault introduire le thème et prendre la main. Merci beaucoup. Merci Dieudonné, merci à nos participants et merci à nos intervenants qui ont été disponibles en tout cas pour venir partager leur expérience. Donc, en termes de contexte, on sait tous que la santé communautaire aujourd'hui est un pilier essentiel des systèmes de santé en Afrique, même si elle reste confrontée à plusieurs défis. On sait aussi que la digitalisation ouvre actuellement de nouvelles perspectives à travers le déploiement de ces patients digitalisés. Bon, on parle maintenant de ces patients informatisés TPI et d'autres innovations comme les applications mobiles, télésuivi, donc on parle de télémédecine ici, ou les plateformes d'éducation sanitaire. Donc, cette édition de Café e-santé, notre 41e, va être l'occasion pour nous de réunir les décideurs, les acteurs communautaires et entreprises, et vous, en tant que participants, pour explorer ensemble les innovations, les défis et perspectives d'une digitalisation qu'on pense qu'il doit être inclusive et durable dans la santé communautaire. Donc, sans plus tarder, je vais présenter les intervenants. On a le Dr Seri Mamadou Loum, qui est coordonnateur de la cellule des soins de santé primaire de la Direction générale de la santé.
qui est spécialiste actuellement en santé publique avec une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le système de santé. Il a eu à servir à tous les niveaux, en tout cas de la pyramide sanitaire, et depuis 2014 à la cellule de santé communautaire qui est devenue cellule des soins de santé primaire en 2023. Donc, au niveau central, il a occupé aussi le poste de chef de l'unité de coordination multisectorielle de la cellule de santé communautaire avant d'être promu coordinateur de la dite cellule en 2022. Également, au niveau de la cellule des soins de santé, et on sait qu'elle est chargée, entre autres, de promouvoir et d'impulser la stratégie des soins de santé primaire. Dans ce cadre, donc, il a pu coordonner le projet de digitalisation de la santé communautaire avec l'appui de Digital Square, dans les régions de Kédougou et Tambacounda. Merci, Dr. Seyd Mamadou Loum, en tout cas, de votre disponibilité. Et notre deuxième intervenant, il s'appelle Amadou Fall, qui est expert en santé numérique et membre actif du groupe consultatif du réseau mondial de la santé numérique. Donc, c'est un architecte de systèmes d'information de santé. Il met en avant des approches innovantes telles que le Human Centered Design, donc le fait de mettre l'humain au cœur, en tout cas, de toute action, l'architecture de l'entreprise et la gouvernance digitale. Il cumule plus de 15 ans d'expérience et est titulaire d'un master en télécommunication et informatique. Il a travaillé chez Sonatel Orange, Millennium Promise et l'Université Columbia, où il a contribué au développement de solutions numériques multisectorielles. Donc aujourd'hui, il soutient plusieurs pays africains dans la transformation numérique avec une expertise reconnue en santé digitale, normes mondiales et gouvernance technologique. Lors de son passage à PAF, il a dirigé le projet de digitalisation de la santé communautaire au Sénégal, et a soutenu le Burkina Faso et la RDC dans la mise en œuvre du projet. Merci Amadou Fall, en tout cas pour votre disponibilité également. Et enfin, Abdou Aziz Mandiang, qui est facilitateur au sein de la coalition Transform Health du Sénégal. Donc, Abdou Aziz Mandiang est facilitateur au sein de cette coalition qui regroupe plusieurs organisations, des ONG, mais aussi que ce soit des entreprises privées, mais aussi des décideurs. Il a une longue expérience en termes de plaidoyer et de renforcement de capacité des acteurs en santé de la reproduction sur les violences basées sur le genre et la gouvernance sanitaire. Merci Abdelaziz aussi pour votre disponibilité. Donc, comment nous allons procéder? Nous allons faire d'abord des présentations. Donc, chacun des intervenants va nous faire une présentation de maximum 15 minutes. Idéalement, si on peut faire moins, c'est mieux pour permettre aussi aux participants de pouvoir avoir le temps d'échanger avec les différents intervenants. À la suite maintenant de ces présentations-là, nous allons faire des tours de table. Donc, je vais poser deux tours de table aux différents intervenants. Et ce sera l'occasion aussi pour vous, en même temps, de poser vos questions au niveau du chat. Et on pourra y répondre, en tout cas, dans la deuxième partie, au niveau des présentations. Donc, nous allons d'abord démarrer par M. Seyd Mamadou Loum, Dr. Seyd Mamadou Loum, ensuite Amadou Fall, et finir avec Abdelaziz. Donc, Dr. Seyd Mamadou Loum, si vous nous entendez, vous pouvez activer votre micro, comme ça, pour nous dire si tout est OK à votre niveau. Dr. Loum? Oui, bonjour. Ah, excellent, excellent. Bonjour, monsieur le modérateur. Bonjour à tout le monde. Bonjour. En disant monsieur le modérateur, je me suis rendu compte que je ne me suis même pas présenté. Donc, je donner ma présentation. Je suis Mamoudou Djigo, cofondateur et directeur général de KAIK. Voilà. Merci à vous. Donc, on vous laisse la main. Donc, si vous avez besoin de dire, de passer au prochain slide, juste next ou prochain slide. Et Dieudonné pourra passer au prochain slide. Docteur Lou? Oui. OK, allez-y. Donc, pour votre présentation, oui. Donc, on a partagé l'écran. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. C'est bon. C'est bon, oui. C'est bon. C'est bon? OK. Donc, si vous avez besoin qu'on passe au prochain slide, dites juste next ou prochain slide. D'accord, merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour, chers participants. Donc, je vais partager avec vous la digitalisation de la santé communautaire au niveau du ministère au Sénégal. Allez-y. Next.
Donc, comme plan de présentation, il y a d'abord le contexte et la spécification, le cadre institutionnel de la cellule de soins de santé primaire, les projets de digitalisation du système de santé, les objectifs de la digitalisation de la santé communautaire, le processus de digitalisation, le processus du choix de l'application ComCare, les modules de MS Santécom, les avantages de la digitalisation pour terminer par les perspectives. Allez-y. Donc, comme nous le savons tous, depuis octobre 2024, le Sénégal a un nouveau référentiel des politiques publiques, à savoir l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui est décliné en axe de politique à travers un master plan 2025-2034 et la stratégie nationale de développement 2025-2029. Aussi, pour rappeler que la digitalisation est une priorité pour améliorer l'efficacité et l'accessibilité des soins et qui est aussi en droite ligne avec les objectifs de développement durable 2030. Aussi, pour rappeler aussi qu'avec le PNDSS 2019-2028, le plan stratégique national de digitalisation de la santé digitale 2018-2023, de même que le plan stratégique de santé communautaire 2020-2024, ont pris en compte vraiment la digitalisation, et notamment le deuxième plan stratégique 2020-2024 dans son axe stratégie numéro 5, aussi la ligne d'action 5.2, à savoir la promotion de la digitalisation de la santé communautaire. À cet effet, nous avons eu à mettre vraiment un projet de digitalisation avec l'appui de PAF Digital Score grâce au financement de l'USAID. Aussi, pour rappeler vraiment le cadre institutionnel de la cellule de soins de santé primaire qui est rattachée à la Direction générale de la santé et qui est chargée en collaboration avec les services techniques de promouvoir et impulser la stratégie des soins de santé primaire, renforcer les systèmes locaux de santé et consolider les approches multisectorielles pour la prise en charge des problèmes de santé. Pour dire que cette cellule de soins de santé primaire avait été créée depuis 2023 pour remplacer la cellule de santé communautaire qu'on avait créée en 2012. Pour dire que aussi c'est cette cellule de soins de santé primaire qui prend toujours en compte la coordination de toutes les interventions communautaires. Donc, la santé communautaire est sous la coordination toujours de la cellule des soins de santé primaire. Allez-y. Donc, au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il y a 6 projets de digitalisation du système de santé, dont il y a le dossier patient partagé, il y a la télémédecine, le système digital de gestion des activités de soins, le système d'information géographique de santé, les projets de système d'information des médicaments et des produits de santé. Et le 6e projet, c'est le projet de digitalisation de la santé communautaire qui nous concerne et qui concerne vraiment où on va mettre l'accent lors de cette réunion. C'est le projet de digitalisation de la santé communautaire qui nous intéresse aujourd'hui. Le 6e. Le next. L'objectif de cette digitalisation de la santé communautaire, c'est de renforcer la prestation de soins de santé au niveau communautaire en investissant dans l'expansion des plateformes numériques de santé communautaire. Et comme objectif spécifique, il y a 4 objectifs spécifiques. C'est équiper les acteurs communautaires de santé d'outils mobiles connectés pour accroître l'efficacité de la gestion des cas, améliorer l'accessibilité aux données communautaires de haute qualité, catalyser un changement culturel dans l'utilisation des données communautaires, faciliter l'intégration des systèmes communautaires en répondant aux besoins holistiques et aux objectifs de santé. Allez-y. Le prochain slide. Par rapport au projet de digitalisation de la santé communautaire qu'on a pu mettre en œuvre avec l'appui de PAF. Next encore. Oui. Donc, il y a les étapes suivantes vraiment qu'on a eu à dérouler avec l'appui de PAF Digital Score. C'est l'élaboration du profil pays en juin 2021, là avec vraiment une revue documentaire, focus group dans quelques régions. La deuxième étape, c'était l'identification d'une vision commune, novembre 2021. Et là, vraiment, ce qui avait retenu, ce sont les 3 piliers, ressources humaines, la gouvernance et le système. La 3e étape, c'était l'évaluation des besoins des utilisateurs. La 4e, c'est la définition des exigences, la validation de la note conceptuelle et le choix de l'outil, avril 2022. Le lancement du processus d'élaboration de l'architecture d'entreprise du système de santé. 7e étape, c'était l'élaboration d'un plan triennal pour la digitalisation de la santé communautaire en janvier 2023, qu'on a eu à valider en juin 2023. Et
on a enchaîné pour élaborer un plan de communication pour accompagner le plan triennal de digitalisation de la santé communautaire en août 2023. Il y a aussi le testing de l'application Comcare dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Et là, pour dire que dans le cadre de ce projet, on avait commencé par 2 régions et 2 districts. Le district de Kédougou, dans la région de Kédougou, et le district de Tamba, dans la reste de Tambacounda. Il y a aussi la formation des formateurs du niveau central, des équipes cadres des DRS, de Kédougou Tambacounda, équipe cadre prestataires acteurs communautaires entre mars et août 2023. Et là, pour terminer par le lancement de l'application Comcare à Tambacounda en août 2024. Allez-y. Maintenant, par rapport au choix de l'application Comcare, pour dire que dans le cadre de cette digitalisation, il y a l'application Comcare qui a été retenue. Donc là, on a l'appui de Dimagui pour développer l'application la mieux adaptée pour la digitalisation. Là aussi, il y a la définition des exigences. Je l'avais dit tout à l'heure, la digitalisation et l'élaboration des critères de choix. Parce qu'il y avait des critères de choix vraiment pour le choix de l'application. Parce qu'il y avait 6 applications qu'on avait sélectionnées. Donc la troisième étape, c'était vraiment de faire le sourcing de ces 6 applications. Ensuite, évaluation des 4 outils potentiels avec le MSAS. Et finalement, avec le brainstorming, il y a les 2 outils les mieux notés, c'était Santé et Comcare. Et là, le choix a été finalement porté par les techniciens sur l'application Comcare selon plusieurs critères ou avantages qu'on va revenir bientôt rapidement. Donc, on va revenir vraiment sur les critères de choix de l'application Comcare. Allez-y. Maintenant, quels sont les modules qui sont paramétrés dans l'application Comcare? Et là, c'est le nom qui a été donné parce qu'il fallait contextualiser vraiment l'application Comcare parce que aussi, c'est un nom générique. Donc là, il fallait trouver vraiment un nom. Et là, vraiment, c'est le nom qui a été proposé par les techniciens du ministère de la Santé et de l'Action sociale, MOS Santé.com. Donc là, les modules paramétrés, il y a la PCMI, la VADI, la gestion des intrants, la gestion des acteurs communautaires de santé et le rapport mensuel. Allez-y. Et là, vous voyez vraiment les différents modules. Donc, que je viens tout à l'heure de citer, tout IRA, PALI, gestion des intrants, TPI communautaire, malnutrition, diarrhée, gestion des cas et le rapport mensuel. Donc, les avantages vraiment de l'application Comcare pour MS Santé.com. Là, vraiment, les quelques avantages vraiment qui ont guidé le choix, c'est l'application Comcare. C'est une application vraiment qui aide à la prise de décision, qui aussi vraiment améliore la qualité de la prise en charge, aussi le suivi de la disponibilité des stocks, l'amélioration de la qualité des données communautaires. Là aussi, vraiment, c'est un critère qui a porté aussi sur le choix de l'application Comcare. Allez-y. Donc, il y a aussi l'interopérabilité avec le DHS2, parce que aussi, pour rappeler au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'entrepôt national des données, c'est le DHS2. Et là, vraiment, c'est un critère vraiment qu'on devait prendre compte. Et là aussi, c'était l'interopérabilité avec le DHS2. Il y a aussi la convivialité et la facilité d'utilisation. Il y a aussi la prise en compte aussi de l'environnement. Voilà vraiment les critères qui ont guidé le choix de l'application Comcare dans le cadre de cette digitalisation. Allez-y. Prochain slide. Maintenant, comme perspective, par rapport à ce projet de digitalisation, il fallait vraiment le transfert de compétences et de gestion intégrale de l'outil au niveau de MSAS, parce que c'est un projet qui était venu vraiment pour appuyer le ministère de la Santé. Donc, il fallait procéder vraiment au transfert de compétences et de gestion intégrale de l'outil. Il y a aussi l'amélioration de l'application avec de nouvelles fonctionnalités, parce qu'il y avait quelques fonctionnalités qu'on avait aussi, mais aussi on avait vraiment la possibilité d'ajouter d'autres fonctionnalités par rapport à cette digitalisation. Il y a aussi la mobilisation du financement de la digitalisation de la santé communautaire avec des ressources supplémentaires et en optimisant les investissements. Parce que dans le cadre de ce projet, je l'ai dit tout à l'heure, la phase pilote, c'était dans les 2 districts de Kédougou et de Tambacounda. Donc, c'était 2 districts sanitaires sur les 79. Donc, ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de districts sanitaires vraiment qu'on devait ouvrir. Il y a aussi l'extension du processus de digitalisation de la santé communautaire à de nouveaux districts.
Il y a aussi le suivi et la consolidation de l'utilisation de l'application dans les 2 districts, parce que les 2 districts, vraiment, c'était les 2 districts pilotes avec des formations continues et un support technique pour une adaptation durable. Pour dire que aussi c'est un projet qui a été appuyé, mais aussi, comme nous le savons tous, au début de l'année 2025, le partenaire s'est retiré. Donc, ce qui veut dire que vraiment, à cet instant, vraiment, on peine vraiment à assurer la pérennisation de cette mise en œuvre de ces projets pilotes dans les 2 districts de Kédougou et de Tambacounda suite au retrait du partenaire. Allez-y. Next slide. Maintenant, pour terminer, peut-être c'est pour revenir vraiment par rapport à 2 projets aussi de digitalisation qu'on a eu à dérouler cette année, ou bien qu'on est en train de dérouler cette année. Là, c'est le projet Car Santé, Ma Santé au quotidien, avec une ONG qu'on appelle ONG Kazoo, qui utilise une plateforme offline multilingue conçue avec un agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle. Et là, ce projet vraiment cette application vise vraiment à former, apporter des conseils et recommandations en matière de prévention et de prise en charge des maladies. Et là, pour dire que aussi c'est un projet vraiment qui est mis en œuvre en pilote dans 4 districts sanitaires des régions de Saint-Louis et de Matam. À Matam, ce sont les 2 districts de Kanel et de Matam. Et à Saint-Louis, ce sont les districts de Saint-Louis et de Richard Toll. Et là, il y a une piste qu'on va insérer et où on a paramétré les 14 modules. Et là, les thématiques tournent autour du paludisme, la tuberculose, la vaccination et la santé maternelle et infantile, entre autres, avec 14 modules vraiment qui sont paramétrés. Et là, vraiment, c'est en phase pilote depuis, je pense, le début du mois de juillet. Donc, on a procédé au lancement dans les 2 régions, le lancement national. Actuellement, vraiment, nous sommes dans la phase pilote dans ces 2 régions de Saint-Louis et de Matam. Aussi, le dernier projet, c'est le projet de co-création d'une approche de digitalisation de la santé communautaire qu'on vient récemment de lancer au courant du mois de août, fin juillet, août. Là, c'est en collaboration avec Clinique au Sénégal, qui est vraiment un modèle d'intervention combinant le déploiement d'outils numériques de services de télésanté et le renforcement de capacité des acteurs communautaires de santé. Donc là aussi, vraiment, c'est une application de digitalisation qu'on va initier. Donc là aussi, c'est une application, c'est une approche de co-création. Et là aussi, on va vraiment tester ça dans 2 districts sanitaires des DRS de Dakar et de Thiès. Dakar à travers le district ouest et Thiès à travers le district de Khombole. Et là, l'accent sera mis vraiment sur les maladies non transmissibles. Là, vraiment, c'est un projet de digitalisation au niveau communautaire, mais qui sera axé vraiment sur les maladies non transmissibles. Voilà, monsieur le modérateur, ces participants, ce que je voulais présenter pour la digitalisation de la santé communautaire au Sénégal. Je vous remercie. Merci, docteur Loum. Merci pour la présentation. En tout cas, vous avez brossé un tableau pour parler de la digitalisation de la santé communautaire. Vous avez parlé des innovations, les défis, mais surtout à la fin des perspectives, en tout cas, qui se dégagent. Et je pense que pendant les tours de table, ce sera l'occasion de revenir dessus, mais aussi avec les échanges avec les participants. Et n'hésitez pas, comme l'a dit, de vous présenter dans le chat, et aussi, pour ne pas oublier, mettez vos questions au fur et à mesure que les présentations se passent. Merci, Dr Loum. On va revenir vers vous pendant les tours de table. Donc, sans plus tarder, je vais passer à M. Amadou Fall qui va nous parler de la manière d'approcher, en tout cas, la digitalisation de la santé communautaire. Donc, M. Fall, si vous êtes avec nous, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous pouvez juste confirmer. Très bien. C'est parfait. Alors, je vais prendre au rebond Dr Loum. Le projet qu'il a présenté en premier, c'est un projet où j'ai à contribuer. Donc, ça m'a donné un peu des frissons de voir ça présenté. Donc, tant pour plus tard, moi, je vais essayer en tout cas de partager un peu l'expérience que j'ai eue, notamment au Sénégal, pour la digitalisation de la santé communautaire, qui, comme Dr Loum a dit, est un moyen très important du système de santé, en tout cas pour réussir la couverture santé universelle. Diapo.
Donc, tout d'abord, on va parler un peu de la vision. Bon, le slide est un peu Dieudonné, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, le slide est un peu... Mais bon, on va garder ça comme ça. Donc, la vision, déjà, la vision, euh, c'est Docteur Loum en a parlé, c'est que pourquoi digitaliser la santé communautaire, tout simplement. On veut améliorer la qualité des soins, on veut améliorer au niveau communautaire, naturellement, mais on veut également améliorer la qualité des données. On veut améliorer la qualité de la prise en charge, tout simplement, mais également faciliter la prise de décision. Donc, en faisant quoi? En équipant les acteurs communautaires. Donc, pour ceux qui ne se connaissent pas, les acteurs communautaires, c'est des bénévoles qui sont déployés au niveau le plus bas de l'échelle, en tout cas, de la santé, dans les villages. Donc, qui sont des personnes qui sont avec la communauté et qui travaillent tous les jours en utilisant les stratégies déployées, en tout cas par les différents programmes. Pour le cas du PALU, si je prends l'exemple, vous êtes dans un village et il y a une Bagengor ou bien un des hommes qui est là-bas, qui a des tests de diagnostic rapide, qui va vers les maisons pour diagnostiquer et traiter, en tout cas donc prescrire un traitement aux personnes qui sont dans ce village. Ils sont à peu près un relais, en tout cas, aux autres acteurs de santé qui sont à des niveaux plus élevés. Diapo, j'espère que ce sera mieux le prochain. Alors, quelles sont les activités digitalisées? Donc, au niveau communautaire, comme je l'ai dit, il y a les acteurs communautaires qui sont ces personnes-là qui sont la plupart du temps bénévoles, qui ne sont pas forcément instruits, qui ne sont pas forcément diplômés, n'est-ce pas? Je dis forcément parce que dans la pratique, on voit un peu des choses qui sont différentes d'un pays à un autre. Donc, il y a le volet curatif, comme je dis. Si vous voyez la première image là où c'est écrit curatif, il y a l'approche spécimen qui est, disons, on prend en charge, en tout cas, au niveau communautaire, à travers, dans les cases ou bien dans les visites, lors des visites à domicile. Dans l'image, vous voyez, l'acteur est en train de faire un TDR, un test de diagnostic rapide qu'on fait pour diagnostiquer le PALU. Et si le TDR est positif, elle a le DSOM a l'autorisation de lui remettre, en tout cas, ou bien l'ASC, de remettre un traitement antipaludique donc, comme je dis, donc il y a le volet curatif, fait partie de ce qu'ils font. Mais il y a également le volet soutien, parce qu'ils ont un stock de médicaments, d'intrants en général qu'ils gèrent. Donc, ça également, fait partie des actions qu'ils font. Nous avons également la partie promotion. Donc, ils font des visites à domicile, c'est ça qu'on appelle VAD, pour faire un peu de la sensibilisation. Et ils organisent également des causeries à une certaine catégorie, par exemple des femmes en âge de procréer, pour les sensibiliser un peu sur tout ce qui est activité un peu en tout cas de prévention de certaines maladies, ou bien juste par rapport aux actions de prénatales. Donc, ils font ces visites à domicile juste pour sensibiliser sur le PALU, sensibiliser sur le tuberculose, sensibiliser sur le COVID, etc. Donc, nous avons également des activités qu'on appelle préventives. Donc, les activités préventives tournent autour des campagnes. Parfois, vous entendez, il y a une campagne de distribution de moustiquaires, il y a une campagne de vaccination, il y a une campagne. Donc, tout ça entre dans l'eau. Donc, tout ce paquet-là représente en tout cas les activités que les acteurs communautaires font. Maintenant, après, il y a d'autres activités qui sont faites comme la déclaration des naissances, etc. Donc, il y a tout un paquet. Donc, vous voyez un peu l'importance des acteurs communautaires. Si vous êtes des citadins comme Abdou Salam, donc, si vous êtes un citadin, vous ne pouvez pas comprendre un peu leur importance. Mais si vous allez dans les villages dans les zones les plus reculées, vous verrez un peu combien ils sont importants. Diapo? Maintenant, comment le faire? Tout à l'heure, quand docteur Loum présentait, je vais dire, c'est pas parce que je suis sénégalais, en tout cas, pour moi, l'exemple du projet du Sénégal, c'est un exemple typique de comment on devrait faire les choses. Bon, pas tout, mais en tout cas, si on veut prendre une photographie aérienne de comment on devrait faire cette digitalisation,
si on prend l'exemple du Sénégal, je pense que c'est un excellent élève. Même si jusqu'à date, on est à 2 districts. Mais en tout cas, ça a été fait dans les règles de l'art. Parce que la première chose à faire dans toute digitalisation, il faut mettre en place une vision. Il faudrait que les objectifs du pays pour atteindre parce que n'oubliez pas, la digitalisation vient en appui des actions que le ministère de la Santé, les objectifs du ministère de la Santé dans la santé communautaire. Donc, il ne va pas en parallèle, mais il va avec. Il va pour un peu accompagner cette vision. Si aujourd'hui, on veut réduire le taux de paludisme, on veut réduire toutes les activités, en tout cas, qui sont au niveau communautaire, il faudrait que ces objectifs s'alignent avec, en tout cas, les actions qui seront. Donc, c'est à partir de cette vision-là qu'on va aller. Donc, fallait que, pour toute digitalisation, il faut mettre en place, en tout cas, un système qui permettra à toutes les parties prenantes de s'aligner d'abord sur où est-ce qu'on va aller pour cette digitalisation. Ça, c'est très important. Donc, souvent, ça passe par une activité de visioning, où on s'accorde sur cette vision. La deuxième étape qui est très, très importante, que j'ai résumée ici en analyse fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avant d'aller vers le développement de l'outil, parce que souvent, vous avez vu des pilotes on va juste prendre le besoin, aller développer une application, et après l'application, souvent, n'est pas acceptée parce que souvent, les acteurs, en tout cas, les spécialistes de ce métier-là, qui est la santé communautaire, parce qu'il y a des spécialistes comme Dr Loum, ils n'ont pas eu leur mot à dire lors de la conception. Donc, c'est pour cela que l'analyse fonctionnelle est importante. Donc, ça passe par quoi? Ça passe d'abord par une approche qu'on appelle une approche d'analyse où on va amener toutes les parties prenantes, des connaisseurs, les personnes qui connaissent un peu le métier, pour d'abord identifier le besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin? Comme je l'ai fait tout à l'heure, identifier quelles sont les actions, quels sont les processus, quelles sont en tout cas les actions qu'on doit digitaliser et comment on doit le faire. Et pour cela, quand le business analyst arrive, il va essayer de comprendre chaque processus, comment ça fonctionne, et le modéliser et avant d'aller vers la conception. Maintenant, lors de la conception également, il faut concevoir avec les acteurs. Donc, je pense que ça a été fait au Sénégal. Comment concevoir avec les acteurs? C'est que il faut les impliquer dès le début du processus. Les utilisateurs finaux, il faut comprendre qui ils sont d'abord. C'est ce qu'on appelle les personas. Malheureusement, on n'a pas le temps de développer tout ça. Il faut identifier qui est l'utilisateur final. Il faut comprendre qui il est, quel est son niveau d'étude, quel est son niveau de littératie, quelle est sa capacité de manipuler un outil digital, etc., etc. Au Sénégal, on l'a fait, au Burkina, et dans plusieurs pays, ça a été fait, mais j'ai été très impliqué au Sénégal et au Burkina. Donc, il faut comprendre d'abord l'acteur. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, à chaque niveau de développement, faire des tests avec eux, c'est-à-dire interagir, leur donner l'outil. Tester, donnez-nous des feedbacks. Donc ça, c'est également important, c'est ce qu'on appelle les UAT. Mais avant cela, Dr Loum en a parlé, il est important pour la sélection de l'outil de ne pas faire ça randomly. C'est-à-dire que pour sélectionner l'outil, il faudrait se baser sur les critères qui ont été définis, sur les besoins, sur les exigences qui ont été déterminées, pour pouvoir conduire le choix d'un outil. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas juste venir, j'ai choisi tel outil. Le choix de Comcare au Sénégal a été fait souvent un processus, en tout cas bien élaboré, et qui a permis de façon unanime de dire, selon les critères qu'on a déterminés, Comcare est l'application qu'il nous faut. Donc, c'est important. Et après, aller vers la conception et développer l'outil, et surtout développer avec le ministère, en tout cas les acteurs du ministère, pour assurer un peu la durabilité. Et après, aller vers l'implémentation. L'implémentation bien sélectionnée, en tout cas les zones, en tout cas en fonction de certains critères. Je pense qu'au niveau du Sénégal, Tamba et Kédougou ont été sélectionnés. On sait que Kédougou a certains problèmes de connectivité, etc. Donc, il y a également des activités transversales. J'en ai pas parlé au début, mais il faudrait, suivant tout ce processus, avoir également un cadre de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas un bon cadre de gouvernance, on ne sait pas où est-ce que l'ancrage institutionnel de ce projet-là, on ne sait pas où est-ce qui doit répondre à quoi, qui doit gérer le système, qui doit gérer les ressources humaines, qui doit gérer qui. Donc, c'est très important. Mais également conduire, en tout cas, des actions de communication, notamment
la théorie du changement qui vise à aller vers, en tout cas, les utilisateurs finaux, parce qu'aujourd'hui, on leur amène un nouvel outil qui est censé améliorer leur travail, mais il se trouve que si on ne fait pas cet accompagnement-là, ils ne vont pas juste l'adopter, s'ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient l'adopter. Donc, il faudrait vraiment avoir des actions qui vont accompagner ça. Il y a également la gestion de la durabilité, comme Dr. Loum l'a évoqué tout à l'heure, avec, en tout cas, l'arrivée à la situation qu'on connaît avec la fermeture de USAID, le financement du projet a été arrêté. Donc, il faudrait vraiment trouver des stratégies pour pouvoir, en tout cas, trouver des financements un peu multi-bailleurs, etc. Bien que le projet était financé, l'USAID PMA était très clair que c'était des fonds catalytiques qui impulsaient un peu pour que les autres bailleurs viennent se rajouter. Et également le renforcement, le renforcement des capacités, en tout cas de tous les parties prenantes clés. C'est important. Slide. Donc, pour toute transformation digitale, ce slide-là, c'est un slide, bon, j'avais mis la source, c'est un slide de l'OMS. C'est l'OMS, en tout cas, qui a mis cette recommandation pour toute transformation digitale dans la santé. Vous voyez la base qui est le leadership et la gouvernance. Il faut agir au niveau de ces sept blocs-là. Il faut agir au niveau du leadership et de la gouvernance, de la stratégie, mettre en place une stratégie. Au Sénégal, on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a eu un plan triennal qui permettait un peu de budgétiser combien ça devrait nous coûter, combien d'années ça devrait se faire et comment ça devrait se faire. Il y a également les services et applications et surtout, souvent, on se focus que sur ça. Et c'est ça où il y a le souci. Le service et interopérabilité, effectivement, il faudrait penser à l'intégration de ce système-là dans un système global, n'est-ce pas? Il y a également l'infrastructure. Au niveau du Sénégal, le projet a été hébergé, par exemple, au niveau local, déployé au niveau de data center ici local. Il y a également tout ce qui est législation, politique et conformité, mais également la gestion des ressources humaines. Donc, c'est très important, en tout cas, d'avoir cette approche holistique, en tout cas, en termes de transformation digitale pour assurer une réussite et une cohérence, en tout cas, des actions que nous menons. Slide. Donc, comme bonne pratique, oui, comme bonne pratique recommandée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'architecture d'entreprise, le human-centered design, mais également tout ce qui est normes internationales. Donc, l'architecture d'entreprise, si je peux en parler, au niveau du Sénégal et au Burkina, en réalité, on a utilisé comme prétexte la santé communautaire pour pouvoir insuffler, parce que pour toute transformation digitale, il est important de l'accompagner d'une architecture d'entreprise, d'une architecture d'entreprise qui permettra tout ce que j'ai dit tout à l'heure, comment aligner les objectifs du pays. Donc, il faudrait que les métiers, et en tout cas tout ce qui est technique, soient alignés, en tout cas dans tout le processus. Et l'architecture d'entreprise nous permet de faire ça à tous les niveaux. Si je prends juste les 4 couches, l'analyse du métier, l'analyse des données, l'analyse de l'infra, donc toute cette partie-là est gérée au niveau de l'architecture d'entreprise. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas au Sénégal et au Burkina. Il y a également le HID. Il est important que l'humain soit au centre de toute action que nous faisons en termes de digitalisation. Donc, co-créer avec les acteurs finaux, ça permettra que l'application, en tout cas, que le projet soit plus durable. Mais également, il y a les normes. Donc, il y a tout ce qui est HIE, FIRE, en tout cas, toutes les normes, en tout cas, qui ont été déterminées par l'OMS et qui sont recommandées. Il faudrait que ça soit quelque chose qui soit pris en compte lors de cette transformation digitale. Next slide. Une minute. Next slide. Oui, je vais être rapide. Donc, donc, il y a quelques champions. Donc, j'ai mis en tout cas exprès 3 pays dans lesquels j'ai travaillé. Et bon, il y a la RDC, mais ils sont encore en retard. On a juste fait la partie consultation. Donc, au Sénégal, voici un peu l'application. C'est M-Santé comme Comcare et il y a également, je pense, 1000 acteurs qui ont été en tout cas formés. Je ne suis pas sûr. Abdou Salam est là, il peut confirmer. Au niveau du Burkina, vous voyez, donc c'est Comcare également qui a été choisi. Et ils sont aujourd'hui à 26 districts. Ils sont quand même en avance. Mais ils ont commencé plus tôt.
Et ils ont également un nombre d'utilisateurs actifs de 7268 actuels à date. Donc, ils sont bien en avance. Et là-bas, le financement également n'a pas été arrêté. Le financement continue et c'est multi-bailleurs, notamment un financement du PMA USAID et essentiellement du Fonds mondial. Et pour le Niger, ils sont à 8 districts. Oui, donc, slide. Donc, juste quelque chose à retenir. Donc, pour toute transformation digitale, notamment pour la santé communautaire, donc, et la santé communautaire est une priorité aujourd'hui pour nos systèmes de santé, la digitalisation de la santé communautaire. Parce qu'on a vu pendant le Covid, si on avait un peu digitalisé au niveau communautaire, on serait beaucoup plus alerte. Donc, comme on a dit, l'adoption également de normes et standards, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment les Global Goods. Comcare est un Global Goods et il y en a d'autres, hein, mais Comcare est un vrai champion, il a montré un peu ses preuves. L'alignement avec les objectifs également de la santé. Parce que si aujourd'hui on fait une transformation sans s'aligner avec les objectifs du pays, également nos actions en tout cas pourraient ne pas être bien acceptées et adoptées. Mais il y a également une stratégie d'adoption, c'est-à-dire que le changement, la théorie du changement, faire de sorte que les utilisateurs acceptent et acceptent d'utiliser en tout cas cette technologie pour pouvoir en tout cas être efficace dans ce sens. Donc, c'était ça que j'avais à présenter. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Lou. Merci pour cette présentation. En tout cas, qui vient aussi compléter celle que Dr. Loum a fait. Donc, vous avez parlé un peu de différentes approches, vous avez parlé d'aspect architecture aussi, les activités à mener, mais surtout aussi l'environnement qu'il faut. Et je pense que ça, c'est des aspects sur lesquels il faudrait insister. Et également sur les bonnes pratiques sur lesquelles, et j'ai bien aimé le fait aussi, le fait que vous ayez résumé en quelques bullet points, en tout cas, les éléments de votre présentation. Donc, sans plus tarder, je vais passer à M. Abdou Aziz Magnon. Donc, s'il est avec nous, tu peux activer sa caméra. Avec lui, nous allons revenir, en tout cas, lui, en tant qu'acteur de la santé communautaire. Quelle est sa vision de la chose en tant qu'aussi facilitateur au sein de la coalition Transformation. Donc, Abdou Aziz, c'est pas si vous êtes avec nous. Oui, c'est bon, on vous entend. Allô? Allô, oui. Allô, Digo? Oui. Oui. Allô, Digo? Oui, oui. Oui, les autres, vous m'entendez? Allô, Digo? Est-ce que les autres m'entendent? Ah, ok, les autres m'entendent. Oui, Abdelaziz, j'ai l'impression que vous ne nous entendez pas. Allô, Digo? Oui, Digo? on vous entend. Aziz, oui, on vous entend. Vous allez bien? Oui, très bien même. Ah, ok, désolé, je suis dans un endroit où il pleut. Ah, ok. Oui, ça va, vous allez bien. En tout cas, merci beaucoup. Ça va, alhamdulillah. Vous voyez l'écran partagé? Oui, je vois bien. Parfait. Donc, si vous avez besoin de passer à une autre slide, juste dites à Dieudonné de faire next. Ok, super. C'est bon? Oui, allez-y. Ok. Merci beaucoup à e-santé de nous avoir associés à cette belle initiative. Merci à Dr. Loum et à M. Fall pour leur présentation qui ne fait que renforcer cette initiative aussi que la coalition a en vue de donner sa contribution par rapport à l'effort public en matière de digitalisation et de gouvernance de données sanitaires. Alors moi, comme l'a rappelé Guigo tout à l'heure, je suis le facilitateur de la coalition Transformation Sénégal, qui est une coalition d'une trentaine de structures et d'organisations œuvrant à côté de l'État à travers ses différents démembrements dans le cadre de meilleur accès aux services de santé à travers la digitalisation pour un bénéfice meilleur aux communautés. Alors rapidement, comme l'a demandé les organisateurs de e-santé, je m'en vais rapidement vous partager le plan de présentation, le rôle de la coalition, les perceptions ou le retour de ce qu'on a généralement à travers nos différentes activités et les précautions à prendre pour l'adoption de la loi, éventuellement partager quelques expériences que nous avons eues avec les principaux acteurs et bénéficiaires. Merci de donner.
Alors, nous sommes une coalition qui a comme mission de travailler avec les acteurs les acteurs et les partenaires de la société civile, du privé et du public pour renforcer les actions et politiques pour une digitalisation du système de santé et la gouvernance de sanitaire au niveau national. Donc, nous sommes des organisations de la société civile, des organisations communautaires de base, des réseaux de jeunes, des femmes du secteur privé, du parapublic et des champions identifiés. Et parmi nos principales valeurs, il y a les valeurs de solidarité, d'ouverture, d'engagement, d'inclusion et de respect des droits humains. Parce que pour nous, c'est important. Pour nous, c'est important qu'aujourd'hui, ces questions de droits humains-là soient aussi au cœur de l'offre de services. Nous sommes une trentaine d'organisations, dont le siège est à Dakar, qui est facilité par Enda Santé, à travers nos groupes thématiques. Donc, nous avons 2 groupes thématiques. Le groupe digitalisation qui est facilité par Kaikai et le groupe gouvernance et plaidoyer qui est facilité par le réseau des femmes pour la promotion de la planification familiale. Pour dire un tout petit peu comment on est structuré, et nous avons un comité de suivi qui se réunit tous les 3 mois pour faire le point de l'état d'avancement de nos activités et de nos plans d'action en collaboration avec les autorités et les élus. Slide. Alors, notre rôle, rapidement, en 4 points, c'est de rendre l'environnement plus favorable pour une transformation numérique de santé respectueuse des droits, comme on l'a tantôt rappelé dans nos valeurs, des patients et des bénéficiaires à travers des actions de plaidoyer auprès des élus, des parlementaires et des autorités centrales. Donc, nous avons un volet très fort de plaidoyer sur lesquels nous essayons de traquer ou d'être en contact avec les décideurs clés, que ce soit au niveau local comme au niveau de plus central. Notre rôle aussi, c'est d'informer les communautés sur la transformation, parce que c'est les communautés qui sont les bénéficiaires à travers nos différentes campagnes de communication, les journées de sensibilisation, comme vous le savez, lors de la semaine digitale qui doit avoir lieu au mois de novembre. Nous préparons de grandes activités au niveau national et aussi à travers les réseaux sociaux. Donc, nous sommes aussi pour le renforcement des capacités parce qu'aujourd'hui, il est important que ces questions de digitalisation et gouvernance de données sanitaires nécessitent que les prestataires, je pense tout à l'heure, Amadou l'a rappelé, et dans les interventions aussi de Dr Loum, il est revenu sur ça, effectivement, à travers le projet Digital Square. On a vu que les prestataires ont été orientés. Donc, pour nous, c'est aussi important. Mais aussi les principaux acteurs sur lesquels on travaille, parce que, comme vous le savez, notre coalition est organisée et constituée des acteurs et des bénéficiaires, mais aussi des organisations de consommateurs, mais aussi les membres, nos propres membres, mais aussi les élus et les parlementaires, parce que c'est des décideurs qui ont besoin d'être renforcés par rapport à ça. Et pour nous aussi, notre rôle, c'est d'impliquer, de faire participer les jeunes dans les instances de prise de décision sur la santé numérique et la gouvernance sanitaire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à travers les autres coalitions, à travers le monde, nous avons une grande participation des adolescents et des jeunes dans ces instances de prise de décision. Slide. Alors, la perception, on a voulu noter quelques-unes, parmi lesquelles les communautés, je pense que Dr Loum en sait quelque chose par rapport au projet Digital Square. Mais nous, dans le cadre de nos activités, les communautés apprécient vraiment la transformation numérique en termes de gain de temps, en termes de réduction du coût de service, un accès plus facile aux services de santé. Quand vous discutez avec nos collègues de l'Association nationale des handicapés moteurs, ils disent, mais ces initiatives-là, c'est pour nous. Maintenant, la question que les communautés se posent, c'est comment allons-nous gérer nos données-là, les informations que les gens collectent sur nous, et comment assurer cette confidentialité. Voilà cette interrogation que les gens se posent, et je pense que c'est ça qui fait tout le charme du plaidoyer que nous voulons mener par rapport à ça. Slide. Alors, les précautions à prendre, la communauté réclame plus de garanties et d'encadrement contre les abus. Donc, c'est vrai, il y a quelques textes et le ministère de la Santé, à travers la CESOS, est en train de préparer un projet de loi. C'est bon, mais les communautés veulent des garanties, surtout par rapport à l'encadrement contre les abus. Que demain, que leurs données sanitaires ne se retrouvent pas sur la grande publique parce que tu es un politique ou bien tu es quelqu'un qui ne me plaît pas et que j'utilise tes données sanitaires-là pour faire des violences. Et aussi une meilleure protection des données sanitaires. Donc voilà tout ce que les communautés
vraiment dans leur écrasante majorité réclament. Slide. Alors, en termes de retour d'expérience, au cours des acquis de la coalition, plusieurs personnes ont partagé leur vécu. J'en donne quelques-uns simplement. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on gagne en termes de déplacement et de ressources. Ça, c'est le représentant d'une personne en situation d'handicap, de mobilité réduite. Au début, je pensais que les autres voulaient nous espionner. Ça, c'est un prestataire parce qu'on a eu à mener des campagnes et des campagnes de communication, mais donner notre santé. Et au début, les relations étaient un tout petit peu très serrées avec les prestataires qui pensaient que bon, c'est les autorités qui ont envoyé des gens pour le espionner. Donc, quelqu'un qui habite hors de Dakar, par exemple, qui nous dit, nous qui n'habitons pas à Dakar, c'est compliqué de go jusqu'à Dakar juste pour avoir un rendez-vous, purement la digitalisation. Donc, et ensuite aussi, il faut sensibiliser davantage les communautés, c'est pour notre bien à nous tous. Donc, voilà un tout petit peu quelques retours que nous avons. Il y en a plusieurs, mais on a voulu prendre quelques retours par rapport à cela, en vue peut-être de partager ça dans le cadre de cette belle initiative de e-santé qui permet de partager, que les uns et les autres partagent vraiment leurs expériences. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et nous restons à votre disposition par rapport aux éventuelles questions et commentaires et suggestions, parce qu'on est aussi là pour recueillir vos suggestions, vos commentaires, pour voir ensemble comment on peut travailler avec l'État et ses parties prenantes. En tout cas, merci beaucoup et merci de nous avoir associés à cette initiative. Nous restons à votre entière disposition pour d'éventuels questionnements et éclaircissements par rapport à ça. Désolé pour ces quelques bruits aussi, Thigo, et l'équipe de e-santé et tout, parce que je suis quelque part hors de Dakar où il pleut beaucoup depuis le matin. C'est pourquoi vous entendez les tonnerres là. Mais je pense qu'on est ensemble par rapport à ça. Et merci évidemment. Pas de souci. Merci en tout cas de nous avoir donné un peu cette perspective aussi au niveau local et comment les choses sont perçues au niveau des communautés. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette visibilité, en tout cas sur le terrain. Donc, sans plus tarder, je vais faire un premier tour de table et ensuite on prendra en compte aussi vos questions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, de les mettre dans le chat, parce qu'on va y revenir. Donc, sans plus tarder, je vais m'adresser à M. Fall, en tout cas, qui nous a présenté tout à l'heure un peu le fonctionnement. Il nous a parlé un peu de beaucoup d'architecture, mais j'aimerais savoir, selon votre expérience au niveau international, quelles sont les principales innovations numériques qui ont démontré un réel impact sur la santé communautaire et comment ces approches pourraient être adaptées au contexte sénégalais et sous-régional. Je sais que vous avez parlé beaucoup de pays, Burkina, et ainsi de suite. Si en tout cas vous pouvez revenir en tout cas sur ces principales innovations numériques qui ont démontré ce réel impact sur la santé communautaire et comment ces approches peuvent être adaptées au contexte sénégalais et sous-régional. Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, les innovations que je peux citer ici, je pense que j'en ai un peu parlé lors de ma présentation, c'est surtout ne pas penser que la transformation digitale, c'est une affaire d'application. Ça, c'est l'erreur qu'on a toujours faite parce que auparavant moi-même, j'ai travaillé dans des systèmes comme ça où moi-même, je prenais un peu un cahier de charges et allais directement vers, en tout cas, l'application. Donc ça, c'est l'erreur qu'on fait. Effectivement, at the end of the day, à la fin de la journée, ce sera une application qui sera utilisée par des acteurs. Mais il faudrait vraiment préparer parce que c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai partagé ce slide de l'OMS qui parle de l'environnement. Donc pour moi, il est clé d'avoir cette approche holistique. Pour moi, l'innovation, c'est d'avoir cette approche holistique. Pensez à la gouvernance, pensez au leadership, pensez à mettre en place une stratégie, un plan. Pensez effectivement au choix de l'application et comment choisir l'application et pensez également à la formation pour maintenir la durabilité. Ça, c'est très important. Donc, si je peux parler d'une innovation lors de la conception, je veux parler de l'approche de développement centré sur l'humain, qui est HCD. La conception centrée sur l'humain, notamment le CRDM, qui est une méthodologie qui permet un peu de faire un diagnostic complet de la partie fonctionnelle du métier, de l'analyser, de bien comprendre et de le modéliser. Et ça permettra d'aller vers la mise en place, le développement des exigences, c'est-à-dire qu'on développe les exigences. Quelles seront les exigences d'un système? Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'analyse métier.
on va développer ce qu'on appelle les exigences du système. Qu'est-ce que le système devra faire? Donc, il sera une traduction un peu littérale. C'est comme une traduction des personnes métiers qui sont des acteurs de la santé communautaire, qui ne comprennent pas forcément les systèmes, comment ils fonctionnent, et les gens du système, les ingénieurs, les développeurs, qui ne comprennent pas forcément comment le métier fonctionne. Donc, ce sera juste, en tout cas, quelque chose au milieu. Et l'autre chose que je vais dire, je vais surtout parler, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui le Global Goods. Je pense qu'aujourd'hui, on en a 36 ou 37 qui sont des applications qui étaient utilisées, qui ont été évaluées pour dire que ces applications sont open source, etc., et qui ont fait leur preuve, notamment Comcare, qui a été très utilisé et qui a montré également ses preuves. C'est pour ça qu'ils ont été choisis au Sénégal, choisis au Burkina, choisis au Madagascar, choisis en Éthiopie, choisis un peu, j'en passe. Beaucoup de pays ont eu à choisir Comcare. Je ne suis pas militant de Comcare, mais je donne juste cet exemple par rapport aux pays dans lesquels, en tout cas, j'ai eu à intervenir. Parfait. Merci, M. Fall, en tout cas pour ces explications. Et sans plus tarder, je vais passer à Dr Serigne Mamadou Loum, de la cellule des soins de santé primaire. Et du point de vue du ministère de la Santé, quels sont aujourd'hui les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre et l'intégration? Je sais que vous avez parlé un peu de certains défis durant votre présentation, mais maintenant, au niveau du ministère de la Santé, proprement dit, quels sont les défis, en tout cas, dans sa mise en œuvre? Merci, monsieur le modérateur. Donc, par rapport au ministère de la Santé et de l'hygiène publique, je pense que les principaux défis maintenant, vraiment, c'est d'assurer la pérennisation, surtout de cette phase pilote. Parce que pour rappel, avec la présentation, si on a bien suivi, presque le processus avait commencé depuis 2021. Donc, ça veut dire que ça nous a pris énormément de temps avant même la mise en œuvre au niveau des deux régions de Kédougou et de Tambacounda. Donc, pratiquement 2021 jusqu'à 2024. Donc, ça veut dire que vraiment le processus a été long. Je pense tout à l'heure aussi, Amadou Fall l'a déjà dit. Donc, vraiment, il faut vraiment s'assurer que toutes les dispositions sont prises. Le choix de l'outil, le choix de l'application, vraiment tout ça, ça nous a pris énormément de temps. Aussi pour dire que par rapport à cette digitalisation, aussi, il y a deux entités. Nous, au niveau de la cellule des soins de santé primaire, on a, si je peux m'exprimer ainsi, le volet métier et tout ce qui est système. Vraiment, c'est la cellule de la carte sanitaire qui gère vraiment ce volet. Donc, pour dire que ce sont ces deux entités qui étaient vraiment dans la mise en œuvre de cette digitalisation. Et même que dans les autres pilotes, tout ce qui est système, vraiment, c'est du ressort de la carte sanitaire et tout ce qui est métier, c'est du ressort de la cellule des soins de santé primaire. Maintenant, par rapport aux défis, comme nous le avons dans les deux districts de Kédougou et de Tamba, nous avons commencé la mise en œuvre presque au dernier trimestre de l'année 2024. Donc, c'est à peu près 3 mois de mise en œuvre que vraiment le partenaire s'est retiré. Donc, ce qui veut dire que le défi principal, vraiment, c'est surtout la pérennisation vraiment de cette digitalisation et surtout l'extension dans tous les districts sanitaires. Parce que nous sommes là au niveau central. Notre défi à relever, c'est de vraiment le passage à l'échelle de cette digitalisation dans tous les districts sanitaires. Et pour ce faire, vraiment, il faut vraiment une mobilisation des ressources et surtout en privilégiant vraiment les ressources domestiques par rapport à cette digitalisation. À cet effet, vraiment, travaillons sur ça, vraiment comment trouver vraiment des ressources domestiques, vraiment pour assurer surtout la pérennisation dans les deux districts et éventuellement le passage à l'échelle dans tous les districts du Sénégal. Voilà ce que je voudrais ajouter comme les défis à relever par rapport à la digitalisation. Merci. Merci Dr Loum, merci pour votre intervention. Et je m'en vais aussi peut-être poser la question à Abdou Aziz Mandian, qui est spécialiste en santé communautaire au sein de la coalition Transform Health. Quelles sont les actions concrètes, en tout cas, que la société civile et les organisations communautaires qu'elles peuvent entreprendre, en tout cas, pour influencer les politiques et garantir la digitalisation, et garantir surtout que la digitalisation sert réellement les besoins des populations locales. Tout à l'heure, vous avez parlé beaucoup des défis et surtout aussi les conditions, en tout cas, d'appropriation.
Et maintenant, quelles sont les actions concrètes, en tout cas, que la société civile comme la coalition et surtout les autres actions, les autres organisations communautaires, pour pouvoir influencer surtout les décideurs afin d'avoir une digitalisation qui serve les besoins des populations locales. Alors, merci Diego. Merci Diego pour ces questions. Donc, je pense que à l'entame de ma présentation, nous avons parlé de nos objectifs et missions. Donc aujourd'hui, concrètement, nous essayons de porter le plaidoyer auprès des parlementaires et de l'autorité pour que le projet de loi que le ministère de la Santé est en train d'initier soit vraiment voté et qu'on puisse les partager à toute la communauté sénégalaise. L'autre aspect, c'est aussi rendre l'environnement favorable en informant, en sensibilisant les communautés sur les bienfaits de la santé digitale et de la gouvernance des données sanitaires. Maintenant, ces deux axes-là sont soutenus aussi par un renforcement continu de capacité. On a parlé des défis des prestataires et d'autres particulièrement sur lesquels, ensemble avec l'État, nous voulons les amener à une meilleure compréhension de l'environnement ou de l'écosystème. Aujourd'hui, nous sommes dans la massification de la coalition. Nous voulons que les organisations de santé fêtières puissent intégrer cette coalition. On parle de l'Association nationale des sages-femmes, on parle de l'Association des femmes médecins, de l'Association des infirmiers du Sénégal, pour dire que voilà, nous sommes sur le plaidoyer pour que la loi sur la santé digitale soit vraiment adoptée. Et nous avons initié des actions avec les parlementaires et nous continuons le suivi pour amener les parlementaires, une fois que la loi est sur la table de l'Assemblée nationale, qu'ils puissent voter en comprenant les enjeux, mais aussi les bénéfices de cette loi-là pour les communautés auxquelles elle défend. L'autre aspect, c'est poser la question du financement. Tout à l'heure, vous avez entendu M. Loum, Dr Loum, par rapport à l'arrêt de certaines partenaires aujourd'hui. Comment, à travers une stratégie plaidoyer, nous sommes en train de voir au niveau du financement domestique ou endogène, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que coalition? Dans ce sens même, nous prévoyons de faire des activités en essayant de regrouper quelques sociétés de la place et quelques autorités pour discuter de l'opportunité de financement de la santé. Parce que, comme on le sait tous, si les bailleurs se retirent, c'est tout le temps des soucis. Donc, pour nous, c'est important et voilà en quoi notre plaidoyer est axé. Comme je l'ai tantôt rappelé dans ma présentation, les communautés sont vraiment pour la santé digitale. Leur seule inquiétude, c'est comment leur garantir vraiment leurs données sanitaires pour que ça ne soit pas utilisé à d'autres fins. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, pour dire en résumé que les défis sont là et nous essayons de mener le plaidoyer pour un environnement favorable avec l'adoption des textes et du projet de loi que le ministère de la Santé est en train de préparer, mais aussi comment mobiliser les communautés pour une meilleure compréhension de cette initiative de santé digitale et de gouvernance des données sanitaires. Et enfin, sur comment financer cette santé digitale-là. Merci beaucoup. Merci Aziz pour cette intervention. Donc, je vais donner la parole aux participants. Donc, il y avait déjà toi qui avait posé des questions, dont la Mamoudou Tafsir Tchalo. Donc, je vais demander tout à l'heure après d'activer son micro et de poser sa question. On a également Silim eHealth et Khalifa Gueye. Donc, on va prendre ces trois d'abord. On va répondre aux questions et ensuite on va prendre une autre liste. Voilà. Donc, Tafsir, si tu es avec nous, activez votre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Il pleut beaucoup ici aussi. Voilà, donc j'avais deux questions qui sont, je crois, partiellement répondues. C'était par rapport au choix de Comcare. Donc, j'avais des questions par rapport au financement qui prenait en charge le coût des différentes licences et aussi si c'était hébergé localement. Ces questions, pour moi, elles sont importantes au vu de l'expérience qu'on a eue avec d'autres outils qui sont propriétaires. Parce que par expérience, lorsque le bailleur se retire, la question de qui paye la licence devient pertinente. Donc, j'ai vu beaucoup de projets où on utilise des outils qui sont vraiment fancy comme Kia, qui sont faciles d'utilisation et autres. Mais comme derrière, il y a des coûts de licence, ça devient compliqué. Donc,
pour moi, lorsqu'on essaie de prendre ces décisions, il faut mettre aussi cette question sur la table. Je pense qu'il y avait un slide par rapport à ce qui a été pris en compte pour le choix de la plateforme, donc je n'avais pas vu ça. Mais derrière, M. Fall avait précisé que c'était financé par un projet de l'USAID qui est fermé. Du coup, la question serait, on en est où maintenant par rapport au financement et ce sera quoi la suite pour maintenir l'outil? Merci. Monsieur Fall ou Monsieur Loum, qui peut répondre à cette question de Tafsir? Je pense que je pourrais répondre à ça. Ouais, Oui, merci Tafsir pour cette question. Tout d'abord, effectivement, pour les critères de sélection de l'outil, effectivement, le fait que ça soit open source fait partie des critères. Déjà, ce qui a été recommandé et ce qui a été fait au Sénégal, c'est que même les outils qui ont été présélectionnés, la plupart sont des global goods. Et à la base, les global goods sont d'abord open source. Donc, et pour vous rassurer, effectivement, c'est que l'application a été hébergée au niveau local. Ça, c'est une exigence. Je pense que c'est un défi. Je vois quelques amis de Dimagui qui sont dans ce call et plusieurs autres acteurs, en tout cas Abdou Salam, Jean-Louis, qui étaient en tout cas dans le processus. Donc, l'application a été hébergée ici au niveau d'un data center au Sénégal. C'était une exigence. Maintenant, comme vous le savez, open source n'est pas gratuit. Et ces systèmes-là sont très complexes. Il faudrait en tout cas des compétences pour pouvoir les maintenir, certaines compétences. Et souvent, je ne dis pas qu'il n'y en a pas au niveau de nos ministères de la Santé, je ne parle pas seulement du Sénégal, je parle en tout cas, mais en réalité, c'est difficile de maintenir ces genres de profils au niveau des ministères. Parce que souvent, les profils DevOps ne restent pas, en tout cas au niveau des ministères. Souvent, ils sont plus des freelances, des consultants, etc. Donc, jusqu'à date, c'est ça la situation. Et comme le projet, le financement est arrêté, je pense que le ministère de la Santé, la CSDOS pourrait plus y développer, ou bien Abdou Salam. Le ministère de la Santé est en train de trouver une stratégie, en tout cas, pour pouvoir prendre ça sur compte propre, pour pouvoir maintenir, en tout cas, l'application de continuer de fonctionner. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question, merci. Donc, c'est super déjà que vous avez opté pour l'héberger localement. Sauf que moi, mon souci par expérience avec Comtia, c'est très compliqué de le maintenir localement. Donc, voilà. Mais c'est bien que le ministère pense déjà à chercher des ressources pour pouvoir le maintenir. Merci. Merci Tafsir, merci à M. Fall pour la réponse. Et on a une autre question de Sibim eHealth. Je ne sais pas si la personne peut activer son micro. Bon, sinon, je passe à M. Khalifa Gueye. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est bon. Ok, je suis Dr Nana. Je voudrais poser une question à M. Mandiang, enfin deux questions. M. Mandiang de la coalition Transform S. La première, c'est de savoir à quelle étape de l'adoption de la loi ils sont au niveau du Sénégal maintenant et comment ils ont procédé pour que cette loi soit portée par le ministère de la Santé et puis par les parlementaires, puisque en tant que coalition, ils ne peuvent pas eux-mêmes présenter la loi. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est plus une préoccupation parce que je n'ai pas vraiment perçu les précautions à prendre pour l'adoption de la loi. J'ai plutôt cru voir des préoccupations de la communauté qui sont remontées. Alors, donc, s'il peut revenir sur les précautions à prendre réellement pour pouvoir faire adopter la loi. Merci. Merci. Mandiang? Merci beaucoup, Digo. Merci aux collègues qui viennent de partager ces questions. Alors, comme on l'a dit, nous sommes une coalition à côté de l'État du Sénégal, particulièrement du ministère de la Santé à travers la CESDOS et les autres démembrements, pour qu'ensemble nous puissions
les accompagner dans l'adoption du projet de loi. Donc, le ministère de la Santé a initié un projet de loi en invitant l'ensemble des parties prenantes à s'y prononcer. Et quand nous avons eu écho du contenu de la loi en tant qu'organisation de la société ou coalition, nous sommes allés aux côtés du ministère de la Santé. Ensemble, nous avons facilité les interactions avec les autorités, mais aussi le Parlement. Donc, nous avons eu une première fois à faire une session à l'Assemblée nationale sénégalaise pour discuter du contenu du projet de loi. En principe, nous devons même, d'ici la fin, en début octobre, avant l'ouverture de la session budgétaire, avoir aussi une autre séance avec eux pour davantage les mieux préparer par rapport au contenu de la loi. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Comme vous savez, c'est un projet de loi qui est porté par l'exécutif. Nous aussi, nous sommes allés voir la primature auquel au Sénégal, dans le processus de l'adoption des lois. D'abord, quand le ministère porteur prend l'initiative, ça passe d'abord par la primature et que la primature puisse l'amener au niveau du secrétaire général du gouvernement, ainsi de suite, jusqu'à aller sur la table du président de la République en termes de conseil des ministres. Donc voilà un petit peu où est-ce que nous en sommes par rapport à ça. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous préparons aussi des activités. Si une fois la loi est votée, n'est-ce pas, que nous, avec le ministère et les autres acteurs, nous puissions la vulgariser, la communiquer sur ça, sur les intérêts que les communautés ont dit, parce qu'on n'est pas sur des intérêts neutres. Les communautés ont apprécié vraiment l'importance d'avoir une loi, parce que pour eux, c'est intéressant et c'est à ça le protège. L'autre aspect, c'est que nous essayons aussi de travailler avec toutes les autres organisations fêtières qui ont un effet direct ou indirect par rapport à l'adoption de cette loi. Maintenant, les questions de gouvernance de données sanitaires, je pense qu'au Sénégal, on n'est pas en terrain neutre. Il y a déjà la CDP qui encadre beaucoup de choses. C'est la commission de protection des données personnelles qui encadre beaucoup de bonnes choses sur lesquelles le ministère et tous les acteurs sont obligés de se conformer. Voilà un petit peu de la situation juridique. Donc, pour nous, les actions de plaidoyer se continuent autant pour moi avec les parlementaires, mais aussi avec les décideurs des lois. Mais dans nos activités de communication, on va travailler aussi avec les communautés, mais aussi les élus, parce que dans l'organisation administrative du Sénégal, nous avons des comités territoriales avec lesquels nous allons travailler pour que ces informations-là soient connues des communautés pour une meilleure compréhension et appropriation. Merci. Merci, Aziz. J'espère que ça a répondu à la question. En tout cas, merci pour ces précisions. Je vais passer à Khalifa et ensuite je vais faire un troisième tour de 3 personnes. Donc, c'est Nisek, ensuite Mamoudou Diallo et Myriam Mesfin Raja. Donc Khalifa, donc on a 12 minutes parce qu'il va nous rester 5 minutes pour pouvoir faire les clôtures et vous partager des informations. Donc, si vous pouvez poser vos questions de manière succincte et aussi aux intervenants de répondre de manière succincte, comme ça permet aussi à d'autres personnes de pouvoir poser leurs questions. Donc, M. Khalifa Gueye, si vous pouvez activer votre micro. Oui, je vous entends. Merci beaucoup, Dieudonné. Et bonjour à tous. Alors, ma question s'adresse à Dr Loum, au ministère de la Santé. Et je voulais savoir, un peu par rapport au DPI, est-ce que vous avez lancé un appel d'offres du coup pour international, ou bien c'est juste des acteurs locaux qui ont chargé à le faire? Et ma deuxième question, c'est pour nos compatriotes en fait qui sont à l'étranger, par exemple, et qui veulent investir dans la santé digitale au Sénégal, par exemple. Et qu'est-ce que vous leur conseillez, en fait, pour les processus d'accompagnement et de financement qui sont déjà tout disponibles? Merci. Monsieur Loum, si vous êtes avec nous, docteur. Oui, merci beaucoup, M. Gueye. Donc, par rapport à ce projet de digitalisation, il n'y avait pas un appel d'offres international. On peut dire que vraiment, c'est au niveau local, vraiment que les différents techniciens, pour dire aussi ce projet de digitalisation a réuni vraiment les différentes parties prenantes du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Tout à l'heure, je l'ai dit, tout ce qui est métier, c'est la cellule de soins de santé, mais ici, il y a la cellule de la santé digitale, tout ce qui est par rapport à la partie C. Mais aussi, il y avait les autres directions et services du ministère de la Santé. On a une cellule informatique, mais on a aussi la division du système d'information sanitaire et sociale.
Donc, vraiment, ce sont les différents techniciens vraiment qui ont étudié et qui ont fait vraiment le choix par rapport à l'application. Donc, pour dire que vraiment, c'est une équipe qui est là, vraiment qui regroupe les différentes parties prenantes qui a statué selon vraiment les critères qu'on vient de citer, que Amour Fall aussi vraiment a bien rappelé. Maintenant, par rapport l'investissement pour un partenaire vraiment qui veut investir ou bien accompagner le Sénégal dans la digitalisation, je pense que la procédure est toujours la même. Donc, la demande toujours doit être adressée à l'autorité, à savoir le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et maintenant, en fonction des orientations que l'autorité, des instructions que l'autorité va donner, vraiment les différents services techniques vont faire le nécessaire. Donc, maintenant, pour une organisation qui n'a pas un agrément, il faut bien sûr un agrément d'abord pour pouvoir exercer au Sénégal. Maintenant, demander une autorisation auprès du ministre de la Santé et de l'Action sociale et en fonction des instructions de l'autorité. Vraiment, les différentes directions techniques vont faire le nécessaire par rapport à la digitalisation. Voilà ce que je voudrais peut-être. S'il y a aussi d'autres préoccupations, on peut toujours vraiment revenir et expliquer davantage. Mais la porte d'entrée, c'est d'abord adresser la demande au ministre en fonction de ses instructions. Maintenant, les différents services techniques vont faire le nécessaire. Merci beaucoup. Merci, docteur, pour cette réponse. On va donner la parole à M. Sénissek. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup pour les riches présentations et les échanges qui sont vraiment très fructueux. Moi, je voudrais poser des questions par rapport aux expériences qui sont surtout vécues au niveau du Burkina Faso. Je pense que c'est avec la présentation de Amadou Fall. Parce que les défis qui se posent, Dr Loum l'a rappelé, c'est la pérennisation des projets et le financement endogène. Alors, je voudrais savoir si au niveau du Burkina Faso là-bas, parce que j'ai vu qu'il y a une cible très importante qui a été enrôlée dans le projet, est-ce qu'il y a des partages d'expériences sur les mécanismes de financement endogène qui ont été développés au niveau du Burkina Faso pour qu'on puisse voilà, s'inspirer de ces mécanismes de financement pour la durabilité? Ça c'est la première question. La deuxième question maintenant, c'est par rapport à Est-ce qu'on peut juste rester sur une question, comme ça on prend au moins une autre, comme on termine dans 7 minutes avant de permettre. Donc, juste donner la possibilité à beaucoup d'autres personnes de poser si vous ne voyez pas d'inconvénient. D'accord, c'est bon. Okay. On essaie juste de gérer le temps. Désolé. Donc, M. Fall, si vous pouvez répondre peut-être à la question de... Oui, Diego, je vais parler sur le... Biram, si je ne suis pas complet, si tu peux intervenir, Biram, qui connaît très bien le projet du Burkina. Alors, au Burkina, en réalité, ils ont eu un financement initial du Fonds mondial. Donc, en tout cas, qui continue, je pense, de financer. Donc, et c'était un financement, en tout cas, assez conséquent pour la digitalisation. Après, ils en sont venus à une stratégie. Ils ont demandé aux partenaires, en tout cas aux différents partenaires, ONG et autres, ils ont adopté une stratégie, un partenaire, un district. Alors ça, je suis en train de confondre. Je pense que c'est le Niger. En tout cas, le financement du Fonds mondial au Burkina était assez conséquent. Et également, quand nous, on a intervenu là-bas avec le projet, avec Digital Square et le financement de PMI, nous sommes aussi venus renforcer. Et je pense qu'il y a d'autres partenaires, en tout cas, qui financent par district. Je pense qu'il y a donc, ils ont adopté cette stratégie. Je pense qu'au Burkina, ils ont également adopté la stratégie un partenaire, un district, où chaque partenaire vient appuyer ces districts. Ils appuient la formation, je pense, l'achat des téléphones, etc., etc. Donc, c'est la stratégie qu'ils ont adoptée. Et Biram, corrige-moi si je me trompe, ou bien si tu veux compléter. Oui, bonjour à tous.
si je peux me permettre pour compléter, je suis Papa Biranfay, directeur solution chez Dimagui. Effectivement, donc on travaille avec le ministère de la Santé au Burkina et comme tu l'as dit, Amadou, il s'est en partie financé par Global Fund dans sa plus grande partie d'ailleurs. Donc on travaille directement avec eux. Donc avec Dimagui, on a un mécanisme de match fund avec Global Fund qui permet de faciliter en tout cas et d'avoir plus de services. Et comme tu l'as dit, il y a d'autres ONG qui viennent, qui les aident, qui les supportent pour le déploiement dans chaque district. On a une groupe qui a pris quelques, par exemple, on a GIZ qui prend des districts, mais tout ça sous le contrôle du ministère de la Santé. Voilà, c'est ce mécanisme-là. Et puis il y a le gouvernement aussi cette année qui a injecter aussi un budget pour l'achat de téléphones et de formation. Parfait. Voilà. Merci. Thanks, Biram. Merci, M. Faye, pour ces précisions. Donc, on a encore 2 autres questions. Donc, on va essayer de faire rapide. Il nous reste 4 minutes avant de faire la clôture. Donc, Myriam, si vous pouvez poser votre question de manière succincte. Ensuite, on va passer à Ousmane Diallo. Oui, ok, Myriam. très bien. Ouais, bonjour à tous, merci beaucoup de me donner l'opportunité de poser ma question. Puis je tiens aussi à remercier tous les intervenants pour cette discussion que je trouve extrêmement riche et surtout en fait essentielle. Donc moi en fait ma question en fait s'adresse à Monsieur Foll. Dans votre présentation, vous avez mis en fait une approche très structurée en fait du coup qui va de la vision, l'analyse fonctionnelle et qui va jusqu'à l'implémentation. Donc moi j'ai trouvé ce cadre très très parlant et comme mon travail en fait s'intéresse justement à l'élaboration, la mise en place en fait de stratégies d'engagement des parties prenantes et d'adoption en fait de l'outil en fait tout au long de ce cycle. Ma question, en fait, elle va être double. En fait, Monsieur Foll, selon votre expérience, que ce soit au Sénégal, au Burkina ou le Niger, il me semble, comment, en fait, parvenez-vous à engager les parties prenantes, on va dire, clés, à chaque étape, justement, en fait, de ce cycle, que ce soit donc lors de la définition de la vision, l'analyse des besoins, la conception, la mise en œuvre. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose en fait qui est bien réfléchi en amont où on fait un petit peu chemin faisant. Et donc la deuxième partie de la question en fait c'est quelles sont les stratégies concrètes, si stratégies en fait sont mises en place en fait d'une manière. C'est possible, Myriam. Oui. Quelles stratégies, du coup, se sont révélées efficaces, on va dire, pour instaurer la confiance et favoriser, comme vous le soulignez, une véritable acceptation, adoption, appropriation, en fait, de l'outil, à la fois par les agents de santé communautaire et aussi par les populations locales. Parce que je pense, en fait, qu'au final, cette dimension est vraiment cruciale pour qu'on évite que les outils soient seulement conçus, déployés, mais qu'ils soient vraiment intégrés, utilisés, en fait, d'une manière durable et intégrés dans les pratiques. Donc voilà ma question. Merci. Merci. Monsieur Fall? Oui, je vais être très rapide. Hein. Merci Myriam pour la question qui est très, très pertinente. Effectivement, la gouvernance, elle est importante. Et comment on a fait, si je prends l'exemple du Sénégal où on a eu à en tout cas faire face à ce challenge. Dès le début, en réalité, on a mis en avant le ministère de la Santé parce que la porte d'entrée, c'était PMI. C'était un financement de PMI. Donc, la porte d'entrée, c'était souvent le programme PALU. On s'est rendu compte que pour digitalisation, les activités qui sont menées ne sont pas liées qu'au PALU. Donc, il fallait ouvrir ça. C'est là que on s'est dit qu'on va s'appuyer sur la cellule de la santé communautaire à l'époque, qui est devenue, ou Dr Loum, qui est devenue la cellule des soins de santé primaire. Donc, qui l'idée, en tout cas, cette approche, en tout cas, qui après identifiait, en tout cas, tous les autres acteurs. Donc, les programmes étaient impliqués. Donc, la direction de la santé de la mère et de l'enfant, mais également, il fallait, comme on a une cellule digitale, il fallait que la cellule digitale soit. Donc, c'est avec eux qu'on a déterminé la vision. Maintenant, après, effectivement, il s'est posé quelques problèmes de gouvernance. Qui doit gérer l'application, qui doit gérer le développement, etc. Parce qu'au Sénégal, on a la D6 qui gère le DHIS2. Et qui est au niveau de la DPRS, la direction de la planification et de la recherche. Nous avons la cellule qui est rattachée directement. Donc, c'était un peu les challenges de gouvernance. Donc, qu'est-ce qui a été efficace? Quelle est la stratégie qu'on a faite? L'architecture d'entreprise aide beaucoup. Donc, l'architecture d'entreprise te donne une multitude d'outils que tu utilises pour pouvoir, en tout cas, gérer certains problèmes. Au Sénégal, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle un cadre de gouvernance pour ce projet. Comment on l'a fait?
on a identifié en tout cas les bottlenecks, là où il y avait des problèmes. On les a tous regroupés et on a dit chacun quel est ton rôle à travers des jeux de rôle. Et après ça, on est allé directement sur les textes de création ou bien les décrets de création, en tout cas, de ces entités-là, pour voir quel est le rôle de qui. Et après, on l'a schématisé. Si on avait eu le temps, j'aurais pu même vous montrer les schémas qui ont été déterminés. Pour résumer, le schéma, c'est que la cellule de la santé communautaire et le client et les programmes, la cellule et les programmes sont les clients. Et la requête, ils envoient ça à la cellule de la santé digitale qui s'occupe de tout ce qui est M-santé. Digitalisation. Maintenant, la cellule de la santé digitale, c'est lui qui doit dérouler, mais en faisant appel à la cellule de la santé, à la cellule informatique et à la D6 pour ce qui concerne les données. Donc, en tout cas, juste pour vous dire, c'est à travers l'architecture d'entreprise qu'on a pu régler en tout cas ces problèmes de gouvernance, avec beaucoup également parce que ça nous a pris 2-3 ans, quoi. Ah, c'est bon. Merci, M. Fall. Et il nous restait juste une dernière question, donc on va y répondre très rapidement avant de donner la parole à Dieudonné pour clôturer avec Mamadou Diallo. Mamadou, si vous voulez activer le micro. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, comme tout le monde a dit, c'était vraiment riche, les différentes interventions. Du coup, ma question va être un peu restreinte, vu le temps. Moi, je suis un peu intéressé à ce que le docteur Noum a mentionné sur l'interopérabilité, notamment le fait que le système qu'on a appelé ici, je crois, M-Santé.com, puisse un peu échanger des données avec DHSD, disons, envoyer des données vers DHSD. Je voulais savoir, est-ce que vraiment c'est fonctionnel ou bien on est dans le processus? S'ils peuvent aussi partager un peu de technologie, utiliser l'architecture, si possible. Donc, ça serait intéressant pour moi, quoi. Docteur Lou, si vous pouvez répondre rapidement. Et merci beaucoup, Diallo. Donc, je pense que le critère aussi presque fondamental, c'était l'interopérabilité avec l'entrepôt national de données, qui est le DHS2. Là, vraiment, à l'instar de beaucoup de pays, c'est l'entrepôt national de gestion des données. Aussi, dans la présentation, comme je l'ai dit, par rapport à la mise en œuvre effective, je pense qu'on a presque fait 3 mois de mise en œuvre. Donc, ce qui fait que, vraiment, avec le retrait de partenaires, je pense que vraiment, avec le retrait de partenaires, vraiment, on dit que maintenant, il y a vraiment, les données ne sont pas. Mais l'application était bel et bien interopérable avec le DHS2. Donc, peut-être maintenant, ce qu'on est en train de faire, vraiment, c'est d'assurer la pérennisation au niveau de ces 2 districts et pour un éventuel passage à l'échelle dans d'autres districts sanitaires. Là, nous travaillons par rapport à ça, mais rassurez-vous, vraiment, cette application Comcare ou MS Santé.com est bien interopérable avec le DHS2. Donc, mais comme nous le savons tous aussi, au niveau du Sénégal aussi, on a vécu vraiment des années aussi de rétention des données. Et actuellement, nous sommes vraiment dans la reconstitution des données, qui est toujours en cours, vraiment pour avoir les données du système de santé dans sa globalité, y compris les données du niveau communautaire. Merci. Merci, docteur. Merci, oui. Non, je voulais juste compléter. Je pense qu'Abdou Salam est dans le call et il pourrait éventuellement, je ne sais pas si on a le temps, mais je veux juste préciser à Diallo, juste le fait que Comcare, parce qu'il a parlé de la technologie, Comcare en réalité, c'est déjà interfacé à un outil qui permet d'interfacer directement avec DHS. Donc, et c'est ce qui a été utilisé et ça a été testé également. Ok, parfait. Merci en tout cas à tous les intervenants, à tous les participants. Donc, je vais laisser le relais à Dieudonné qui va vous partager certaines informations et surtout désolé à ceux qui peut-être voulaient poser plusieurs questions, mais on tenait aussi à donner la parole à plus de monde possible. Donc, être en tout cas assez ouvert par rapport au nombre de personnes qui peuvent intervenir. En tout cas, merci à vous tous et à toutes. Avant de partir, nous allons vous demander de scanner le code QR à l'écran ou bien de cliquer sur le lien que je viens de mettre dans le chat pour évaluer le webinaire, proposer des thèmes pour les prochains webinaires. C'est très important pour nous pour que nous puissions proposer des webinaires à chaque fois que vous trouvez intéressants et qui
cadre aujourd'hui aussi avec ce qui se fait dans nos différents pays en Afrique de l'Ouest francophone. Donc, c'est pour ça nous avons besoin de votre contribution. Maintenant, si vous voyez que vous voulez rejoindre la communauté, rejoindre notre mailing list, laissez-moi un mail à dieudoné@kaikai.de. Laissez-moi un mail et éventuellement votre numéro de téléphone. Comme ça, je vous ajoute dans le groupe WhatsApp de la communauté. Et maintenant, si vous souhaitez en tant que panéliste, régulièrement, on publie dans notre communauté WhatsApp, lorsqu'on a des thèmes à développer, lorsqu'on choisit les thèmes pour le café et santé, on fait des appels à panélistes. Donc, on cherche aussi dans le réseau des acteurs de la communauté, les différents panélistes pour intervenir. Donc, s'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez intervenir en tant que panéliste aussi, lorsqu'on va lancer l'appel pour les prochains cafés santé, vous pouvez répondre à cet appel-là. Et pour nous, l'objectif, c'est de donner la parole aux personnes pertinentes de la communauté afin que le sujet de la santé digitale soit compris de tous et qu'on puisse bâtir une communauté qui sait et qui peut partager. Donc, le lien Menti, si vous le cliquez, je vais rapidement parcourir avant qu'on le clôture. Donc, vous allez voir évaluer le webinaire. Donc, vous allez évaluer la qualité du webinaire, ce que vous pensez comme prochain thème, etc. Donc, je partage un peu quelques insights qu'on a ici. Sujet du webinaire, vraiment intéressant pour vous. On a aussi qualité des intervenants intéressant. Déroulement, c'est variable, donc on pourra mieux s'améliorer là-dessus. Vous avez beaucoup apprécié l'un des thèmes proposés qui est l'IA pour la prédiction des maladies chroniques. On va voir si on peut l'insérer dans nos prochains cafés santé. Les objets connectés au service de la santé. Et pour la proposition de sujet, on a plusieurs propositions dont l'IA et les maladies chroniques. Les objets connectés, l'intégration de la santé digitale dans la formation. Je pense qu'on a déjà fait un webinaire sur la formation en santé digitale. Vous pouvez retrouver nos anciens webinaires sur la page YouTube de Kaikai. Déjà, si vous regardez les anciens webinaires. Donc, pour écrire, pour rejoindre la communauté, j'ai mis mon mail dans le chat. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre participation. Et nous espérons vous retrouver pour les prochains cafés santé et toujours dans le partage de connaissances en matière de santé numérique. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Ciao.